This podcast is brought to you by HEC Paris. Donc, mon tableau de flux de trésorerie, c'est l'outil que je vais utiliser pour répondre à la première partie, comment l'entreprise s'est-elle financée. Nous, on voit dans Gremlin qu'au départ, l'entreprise se finance par ses propres ressources, que ses propres ressources ne suffisent plus compte tenu de ses besoins d'investissement et de variation du besoin en fonds de roulement, et qu'elle donc fait appel à une augmentation de capital, et qu'ensuite, elle augmente son endettement. J'ai vu en dynamique comment ça a évolué. C'était la première partie. La deuxième partie que je vous avais annoncée, c'est l'analyse statique. C'est je m'arrête et maintenant je fais le point. Je m'arrête quand? La dernière année. D'accord? Je m'arrête quand? La dernière année. Et la question que je me pose naturellement, c'est de me dire, est-ce que la dernière année, le niveau d'endettement de la société est un niveau d'endettement qui me paraît supportable? C'est-à-dire que l'entreprise peut rembourser son endettement naturellement. Quel est le niveau d'endettement de Gremlin la dernière année? On trouve l'information soit au bas du tableau, de la page 43, 2087, ou si on veut le trouver ailleurs, on le trouve naturellement dans le bilan. Ou dans le bilan, vous avez à la page 44, la page suivante, il est branché ce machin? Oui. À la page suivante, vous retrouvez endettement net à la fin. Vous voyez que vous avez une dette financière et bancaire. Voilà combien les banques m'ont prêté. Et voilà combien j'ai placé disponible. Vous voyez qu'il y a 5 en caisse. Bon, et je retrouve mes 2087. Bien. La question qu'on se pose dans l'analyse statique du financement, c'est est-ce que je suis capable de rembourser cette dette? Et je voudrais vous poser la question, quelles sont vos idées? Qu'est-ce que vous feriez pour répondre à la question, Gremlin est-il capable de rembourser ses dettes? Vous compareriez ce 2087 à quoi? Ce 2807, vous le compareriez à quoi? Avec quoi vous remboursez des dettes? Avec du cash. Vous faites un chèque quand vous remboursez vos dettes. Donc, la façon la plus raisonnable, c'est de regarder la capacité de l'entreprise à générer du cash. Ça va? Bien. Parce que la dette se rembourse avec du cash. Ce qui fait que dans les banques, lorsque vous déposez un dossier de crédit en tant qu'entreprise, en fait, les banques vont faire quoi? Vont faire un travail prospectif. Vous allez peut-être l'aider en transmettant à la banque votre plan d'affaires, vos projections, mais la banque les regardera avec un œil critique et pourra faire les siennes propres. Et la banque, qu'est-ce qu'elle fera? Elle fera un tableau de flux de trésorerie, comme à la page 43. Simplement, il ne sera pas passé, il sera prospectif. L'an prochain, 2 ans. Et la banque va essayer de voir quel est le flux de trésorerie disponible après frais financiers que génère cette société. Et est-ce que ce flux de trésorerie disponible après frais financiers est suffisamment important pour que, normalement, dans la bonne marge des affaires, l'entreprise puisse me rembourser la dette ou pas? Ça se fait systématiquement. Ça se fait d'autant plus systématiquement que l'entreprise est fortement endettée. On verra à l'avant-dernière séance ensemble les LBO, qui est un cas de société fortement endettée, et dans lequel cette analyse est systématiquement menée de façon très, très dense. Bien. Mais même si vous n'êtes pas un LBO, tout prêteur se dit, ma foi, normalement la dette est remboursée par l'exploitation, par le processus d'activité. Je suppose que c'est un être vivant qui va donc rembourser. De la même façon que si vous voulez acheter un appartement, la banque vous demandera un peu vos salaires, vos revenus, parce qu'elle pense que normalement vous remboursez le crédit par votre flux de cash généré, vos revenus. Bien. Pas par la revente de l'appartement, parce que la banque, a priori, elle n'a pas envie de vous expulser de votre appartement. Elle le fera si vous ne payez pas, mais ce n'est quand même pas l'issue normale d'un crédit. De la même chose que pour une entreprise, ce n'est pas l'issue normale de liquider les actifs d'une entreprise
parce que ça veut dire qu'on met à mort l'entreprise. Peut-être qu'on sera conduit à faire ça, parce que ça sera la moins mauvaise solution et que cette entreprise ne mérite plus, entre guillemets, de vivre. Et que, bon. Mais ce n'est pas la première décision, ce n'est pas le premier mode de raisonnement. Donc le premier mode de raisonnement, c'est d'apprécier la capacité de l'entreprise à générer du cash et à faire des tableaux de flux de trésorerie comme à la page 43, mais en prévisionnel, en se projetant dans le futur. Bien. Donc c'est la façon la plus idoine de procéder. Souvent, cette approche, qui est la plus rigoureuse et la plus souvent menée, nécessite du travail. Et ça peut passer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine avant d'être capable de... Bon. Et parfois, on a envie d'une réponse plus rapide ou d'une première intuition. Et donc, on a développé, au cours du temps, ce qu'on appelle des proxys. Vous savez ce que c'est qu'un proxy? C'est quelque chose qui vous donne un sondage. Comme là, en ce moment, il y a un certain nombre de sondages qui sont publiés. On ne sait pas ce qui se passera, mais il y a des sondages qui disent, tiens, bon, ce n'est pas la réalité. Parce qu'on a pris 1000 personnes, on leur a demandé pour qui tu vas voter. Mais ça donne une indication. De la même façon, en finance, il y a des espèces de proxys ou de sondages qui sont, pour ce domaine-là, de rapporter le montant de la dette nette, donc 2807, à un terme qui s'appelle l'excédent brut d'exploitation. Excédent brut d'exploitation. Donc de faire dette financière et bancaire nette, divisé, on fait un ratio, divisé par l'excédent brut d'exploitation. Excédent brut d'exploitation. Excédent brut d'exploitation. Excédent brut d'exploitation en anglais, ça s'appelle EBITDA, EBITDA, oui, si vous voulez, c'est-à-dire earning before interest, tax, depreciation and amortization. Donc, dette sur EBE. Pourquoi dette sur... Qu'est-ce que c'est que le BE ou l'EBITDA? Excédent brut d'exploitation. C'est l'ensemble des produits de l'entreprise, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, moins toutes les charges qui se traduisent par un débours de cash. L'excédent brut d'exploitation, ou EBITDA, c'est le chiffre d'affaires moins les charges d'exploitation qui se traduisent par un débours de cash. Autrement dit, si on reprenait le petit tableau qui est masqué, c'est ça, moins des charges d'exploitation, et je m'arrêterai ici. Pourquoi je m'arrêterai ici? Parce qu'après, la dotation aux amortissements ne se traduit pas par un débours de trésorerie. Après les frais financiers, ce n'est plus de l'exploitation, puisque ça rémunère l'activité d'emprunt et de placement de l'entreprise. Donc, l'excédent brut d'exploitation, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et l'ensemble des charges d'exploitation qui se traduisent par un débours de cash. Ou, ce qui revient au même, c'est le résultat d'exploitation plus la dotation aux amortissements. D'accord? Résultat d'exploitation plus dotation aux amortissements. Je le calcule par le haut, je le calcule par le bas. Bon. Dette sur EBE, on considère en général que jusqu'à un niveau de 3, l'entreprise ne devrait pas avoir de problème de remboursement. Dette sur EBE de 3, pour vous aider, c'est naturellement grossier, ça mériterait d'être affiné, mais vous ne dites pas de grosses bêtises en disant ça. Jusqu'à un niveau de 3, ça devrait aller. Pourquoi 3? Je vais vous expliquer. Pourquoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on prend l'hypothèse que l'excédent brut d'exploitation arrive intégralement en caisse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation de besoin en fonds de roulement significative. On fait l'impasse sur l'impôt. On oublie qu'il y a de l'impôt à payer. Et on se dit que si pendant 3 ans, l'entreprise n'investissait pas du tout,
elle n'en mourrait pas et qu'elle aurait pu rembourser la totalité de sa dette. Puisque le BE, pas de variation de BFR, pas d'impôt sur les sociétés, pas d'investissement. Donc on génère plein de cash qui servent à quoi? À rembourser la dette. Donc au bout de 3 ans, l'entreprise a pendant 3 ans arrêté d'investir, mais elle a remboursé la totalité de sa dette. D'accord? Oui, mais c'est un calcul grossier, c'est un calcul approximatif. D'accord? C'est un truc rapide. Vous allez tout de suite avoir un avis très vite. Au lieu d'interroger 52 millions de Français, ou je ne sais plus, vous en interrogez 1000. Ça va beaucoup plus vite. Bon. Là, c'est pareil. J'ai fini de répondre à sa question, après je suis à vous. La banque ne vous demande pas de tout rembourser dans 3 ans. Parce qu'il faut bien qu'elle vive, aussi qu'elle continue à avoir des crédits. Mais elle se dit, si d'aventure je devais le faire, l'entreprise n'en mourrait pas. Donc, comme une cote mal taillée, ça va. Et l'entreprise n'a pas investi pendant 3 ans. Bon, maintenant, vous avez un ratio de 5. Vous faites le petit raisonnement. Ça veut dire que pendant 5 ans, je n'ai pas investi, qu'au bout de 5 ans, j'ai remboursé toute ma dette. Et peut-être que je n'aurai pas tout remboursé d'ailleurs, parce qu'il faut que je paye des impôts, puis j'ai des variations de besoins en fonds de roulement qui peuvent réduire. Mais au bout de 5 ans, une entreprise qui n'a pas investi, à notre époque, elle est foutue. Vous l'avez tuée, d'accord? Parce qu'il y a des mutations technologiques qui font que les outils de production ne sont plus les mêmes, etc. Donc, vous comprenez que plus le ratio est élevé, plus la situation de l'entreprise commence à être difficile. Parce qu'on ne peut pas affecter la totalité des cash flows d'une entreprise à rembourser la dette. Il faut bien utiliser une partie du cash flow à investir, qu'on le veuille ou non. D'accord? Donc, voilà pourquoi 3, monsieur. Parce que 3, ça semble... Et la pratique fait que, sur longue période, les gens qui prêtent de l'argent se sentent confortables avec 3. Au-delà de 3, ça commence à devenir sérieux. Vous rentrez dans le domaine de soit des LBO, 3, 4, 5, 6, 7, soit de ce qu'on appelle les junk bonds. C'est-à-dire des entreprises qui ont une situation financière d'endettement extrêmement périlleuse, risquée, compliquée. Ouais. La critique de ce ratio qui peut être faite, c'est que c'est très pratique, ça va très vite. On le calcule tous ensemble en moins d'1 minute. Pas de problème. Parce que résultat net, résultat d'exploitation plus dotations amortissement, c'est pas compliqué. Dette que divise ça, c'est pas compliqué. Et on va le faire. Résultat d'exploitation la dernière année est de combien? Je suis à la page 42 de mon polycopier. 2008, on va arrondir. La dotation aux amortissements la dernière année est de combien? 650. Donc 2008 plus 650, ça fait 3004. 3004, et j'ai une dette de combien? 2807. Donc 2008 que divise 3004, ça fait 80%, quelque chose comme ça. Enfin 0,8. Ça fait 0,8. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous en déduisez? Ça va? Ça va parce que c'est largement inférieur à 3. Et vous êtes planté. D'accord? Pourquoi vous êtes planté? Parce que, j'attire votre attention sur le fait que ce ratio simple se calcule très vite. Vous avez vu, ensemble, on a mis même moins de 30 secondes. Mais il suppose implicitement quoi? Qui n'est pas vérifié dans le cas de Gremlin. Il suppose quoi? Que, plus fort? Que tout le BE va en cash. Or, chez Gremlin, quel est le flux de trésorerie généré par l'exploitation la dernière année? Le flux de trésorerie généré par l'exploitation. Il est négatif, page 43, de 2,5 millions. Donc on voit bien que cette entreprise, patrimonialement, en termes de compte de résultat, d'enrichissement, crée de la richesse, mais qu'en termes de cash, cette richesse n'est pas là. Ça va? Et comme elle n'est pas là, on va avoir un problème de remboursement. Donc, dette sur EBE, c'est très largement utilisé, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas un point crucial, c'est que ce n'est pertinent que si l'entreprise est capable de transformer son EBE en cash. Or, chez Gremlin, justement, c'est le problème. Ça va? Donc n'oubliez jamais ça, c'est fait exprès. Ça marque les esprits.
Dans ce cas, monsieur, vous avez commencé par le point précédent. D'accord ? Dans ce cas, vous avez fait un tableau de flux de trésorerie prévisionnel et vous avez vu que, compte tenu de toute l'analyse qu'on a faite jusqu'à présent, il y a quand même assez peu de chances qu'on soit capable d'améliorer la situation de contrôle du besoin en fonds de roulement. D'accord ? Donc, vous allez devoir prendre une décision. Est-ce que vous prêtez ou pas à Gremlin ? Et j'en reviens à la remarque de monsieur, qui était de dire, pourquoi ne faisons-nous pas plutôt le rapport dette sur free cash flow ? C'est une bonne remarque. Il se trouve que la pratique aujourd'hui n'est pas encore de faire ce que vous suggérez. Encore. Parce que je pense qu'on va aller dans cette voie-là. Parce que les gens se sont rendus compte, en utilisant le petit ratio simple dette sur EBE, que dans 80% des cas, ça marchait très bien, ou 90% des cas, ça marchait très bien, mais que dans 10% des cas, ça donnait une mauvaise réponse. Pourquoi ? Parce que l'EBE ne se transformait pas en cash. Donc pourquoi pas faire dette sur free cash flow ? Free cash flow, c'est flux de trésorerie disponible en français. Ensuite, vous avez vu qu'ici, quand on apprécie, je suis toujours dans mon analyse statique, je regarde à un moment donné la capacité d'entreprise à rembourser sa dette. Bien. Dans cette approche, on a regardé dans une perspective de continuité d'exploitation. Je suppose que l'entreprise continue son activité, je vois le cash qu'elle peut générer, et en fonction de ça, je suis plus ou moins rassuré en tant que prêteur sur sa capacité à me rembourser les dettes, l'argent que je lui ai prêté. D'accord ? C'est l'approche qu'il faut privilégier. Si vous commencez à dire « je prête à cette société et je pense qu'elle va faire faillite », vous avez un petit problème. Parce que dans ce cas-là, vous ne prêtez pas. Bon. Si maintenant vous avez prêté parce que vous pensez que les cash flows auraient été suffisants pour vous rembourser la dette et que finalement vous vous rendez compte qu'il va y avoir un problème, à ce moment-là, vous pouvez dire qu'est-ce qui se passe si elle fait faillite ? Et c'était l'approche qu'un certain nombre d'entre vous commençaient à développer en disant je regarde les actifs, alors il y a des immobilisations, il y a des stocks, il y a des clients, il y a des fournisseurs. Mais en fait, tout ça, dans votre esprit, vous êtes dans une approche un peu liquidative. Je liquide les actifs de l'entreprise. Et avec le produit de la liquidation des actifs, qu'est-ce que je fais ? Je paye mes dettes. Si vous regardez un bilan, comme il y en a un à la page 44 sur Gremlin, si vous regardez un bilan, si vous liquidez tous les actifs pour leur montant comptable, si vous liquidez tous les actifs pour leur montant comptable et que vous payez vos dettes, il doit rester combien à la fin ? Si... Et plutôt qu'un chiffre, je voudrais que vous me donniez un concept. Il reste les capitaux propres. Dans une entreprise, si vous vendez les actifs et vous payez les dettes, par définition comptable, il reste les capitaux propres, l'argent apporté par les actionnaires. Mais vous savez comme moi que lorsqu'une entreprise a des difficultés et qu'on est obligé de vendre les actifs, on ne récupère jamais en valeur des actifs, en cash, le montant comptable des actifs au bilan. Pourquoi ? Parce que les stocks, vous êtes obligé de les vendre rapidement. Les machines et les usines, pareil, que vous êtes obligé de vous séparer de votre personnel et donc de payer des indemnités de licenciement plus ou moins importantes, et que donc le montant des capitaux propres en cas de liquidation, la plupart du temps, de positif comme ici à 6 939 000, il devient quoi dans cette logique ? Très souvent négatif. Ce qui fait que lorsqu'une entreprise fait faillite, même si elle a des capitaux propres à son dernier bilan positif, est-ce que les actionnaires récupèrent quelque chose ? Non. Est-ce que les créanciers sont tous payés jusqu'au dernier centime ? La plupart du temps, non. D'accord ? Donc, quand vous rapportez l'endettement d'une société par rapport à ses capitaux propres, ce qui se fait parfois, ce qui était implicitement votre tentation les uns les autres,
Premièrement, il faut bien que vous ayez en tête que vous vous êtes mis implicitement dans une optique où vous liquidez l'entreprise, parce qu'une entreprise ne paye pas ses dettes avec des capitaux propres, elle paye ses dettes avec du cash. Et deuxièmement, quand vous avez cette optique-là, qui est une optique liquidative, les capitaux propres comptables ne valent pas ce qu'on en obtiendra. D'accord ? Donc, c'est très théorique. Je pourrais dire, ouais, génial, j'ai 6 millions 8 de capitaux propres et j'ai 2 millions 8 de dettes. Ouais, mais enfin, est-ce que les stocks valent leur prix ? Or, les stocks, il y en a pour 4 millions 2. Hein. Est-ce que les immobilisations valent leur prix ? Il y en a pour 2 millions 4. D'accord ? Combien je paye de frais de personnel ? Combien d'indemnités j'aurai à payer ? Des coûts de liquidation, du syndic, des procès éventuels, enfin bref. Donc tout ça, et pour terminer sur le point du financement, dans l'approche statique, l'approche la plus pertinente, c'est de regarder par rapport au flux de trésorerie que l'entreprise est capable de générer dans le futur, ce qui peut parfois se résumer par un ratio simplifié dette sur EBITDA, ou EBE, mais qui est un ratio qui ne vaut que si l'entreprise est capable de transformer régulièrement son EBE en cash. Et dernière approche qui est la plus déconseillée possible, c'est de comparer par rapport aux capitaux propres. Car une entreprise ne rembourse pas ses dettes, sauf faillite, avec ses capitaux propres. Elle rembourse avec du cash. Please visit us at www.agc.edu